Ouais, donc chaque client récupère sa propre clé et c'est démultiplexé donc sur un seul sélecteur. Okay. Le code, en fait, bon, c'est du Java. Mais en fait, donc c'est assez rapide à lire et assez clair, et ça ressemble à NIO, et c'est complètement du NIO standard. Okay. Et donc vous pouvez attacher n'importe quel code du handler sur un connect sur le init socket address. Okay. Donc bon, ça va permettre justement de faire le démultiplexage sur le sélecteur. Donc ça, c'est le code qui est à l'intérieur du while thread not interrupted. C'est le code synchronisé, okay, qui fait la sélection et qui fait la distribution sur les différentes runnable channels. Okay. Donc ça devient ça. Donc c'est un run, hein, ça dispatch. Mais il n'y a qu'un seul thread qui est donc non interrupté, qui sélectionne les clés et qui les dispatche sur les différents environnements. Okay. Donc bon, ça, pour nous, c'était parfait, on n'en a pas besoin de 100 000. Sur le serveur, si vous avez ici beaucoup de clés qui arrivent, beaucoup d'événements qui arrivent et beaucoup de handlers, ça peut devenir un bottleneck. Okay. Donc bon, pour nous, là, on parle du client-side, concurrent downloader, il n'y a pas de problème. Donc le problème principal, oui, sur le client, c'est qu'il fallait donc quand on fait du RX Java, il y a chaque fois qu'il y a un buffer qui arrive ou une clé qui arrive, je vais retourner en arrière. Là, il faut que le client, là, en fait, il sache où est-ce qu'il en est de tous les paquets, de tous les buffers et de tous les événements. Okay. Donc, il faut faire du réassemblage et du buffering et du réassemblage. Donc, ça utilisait quand même sur le client, ça utilisait pas mal de mémoire. Donc, bon, les coordinating async events, ça, bon, il fallait voir. Voilà. Le point principal du talk c'est ça. Pourquoi personne n'a fait un HTTP non-blocking I/O framework et provide all the heavy lifting pour tous ceux qui veulent faire de la synchronous HTTP. Voilà. Non, il n'y a personne. Bon. Ok. Toutes les librairies pour donc la concurrence et la grosse charge en concurrence, le dispatch de messages et tout ça, donc c'est fait pour les serveurs. Okay, donc c'est fait pour justement gérer une grosse quantité de messages et une grosse quantité de dispatch. Donc Netty, Grizzly, tous les super NIO web servers. Apache Mina and Apache HTTP Component Async Client. Donc c'est celui-là en fait qu'on a choisi d'ailleurs, et c'est celui qu'on va prendre. Qui utilise encore Grizzly? Grizzly. Ah, cool. On l'utilise encore, nous, on l'aime bien, mais bon, il est un peu vieux. Il y a Ning. Donc Ning est très utilisé par Yahoo. Ils participent beaucoup dans Ning. Ils ont rajouté d'ailleurs l'interface Ning pour le Artifactory Client. Qui utilise Ning? Ok, cool. Hein? And, ok, cool. Donc, Ning, chez Yahoo, donc ils l'utilisent énormément. Ils sont super contents sur tout le trafic, mais ils ont un trafic, donc c'est surtout au niveau serveur. Ils ont un trafic web très très important, et donc toutes les appels entre les différents serveurs sont gérés avec Ning pour faire du non-blocking, integration dans tous les clients. Donc Apache Mina, c'est un client, un serveur, et donc ça a été extrait à partir de Netty. Le gros problème, c'est donc octobre 2012, la dernière release de Apache Mina. Qui utilise Apache Mina? Non? Ah, ok. Ok, merci. Et
Netty qui est parti de Mina. Et donc, depuis, Mina est mort et Netty a continué. Donc, ok. Voilà. Donc, nous, on cherchait la librairie. Et donc, on peut prendre Netty et sortir la librairie de Netty. C'était beaucoup trop compliqué pour un client Java. C'était vraiment pas ce qu'on cherchait. Voilà. Donc, Apache Mina. Et voilà. Généralement, quand on voit un graphe comme ça, on se dit, bon, peut-être pas chaud. Ok. Donc, c'est les deux qu'on a regardés très fortement. Donc, c'est HTTP Component et Ning. Donc, what is Ning? C'est donc ça fait donc serveur et client HTTP Asynchronous Client Library. Donc, nous, on l'utilise en fait dans le Apache, le Artifactory Client Java. Donc, il y a une version Ning. Et donc, on a du boulot à faire, en fait, pour que ce soit complètement asynchrone. Parce qu'il y a quelques appels encore restent sur du côté Artifactory qui ne sont pas réactifs. Donc, le Async HTTP Client OK. Et voilà. Async HTTP Client 404, here it is, donc il est sur GitHub, sous Async HTTP Client. Il n'y a pas le slide là de comment on a choisi entre Ning et Async HTTP Client, mais d'après mes souvenirs, on a juste flippé un... bon, donc, bon. Donc, dans le Async HTTP Client, un très clair OSS JFrog.org API System Ping, donc ça c'est juste un test qu'on fait dans notre code, et donc avec des callbacks quand le onCompleted, la réponse, et on gère. Et bien sûr là, le futur géré par le Async HTTP Client, on peut récupérer la réponse et faire un get dès qu'on veut. Okay. Donc on exécute tous ces trucs-là et après on récupère tout ce qu'on veut à la fin. OK. Exactement ce qu'on avait besoin. OK. HTTP Component, Overview. Bon. OK. Donc, il fallait qu'on crée un Request Producer, Response Consumer. Okay. So, le byte consumer, donc ça c'est pour celui qui va donc récupérer tous ces bits et les mettre sur le fichier. Qu'est-ce que je voulais montrer là-dessus? Donc ça crée... Il n'y a rien de spécial. Yeah. Ah, il y en a... Ah ben voilà, c'est ça. Il y en a un, c'est Ning, et l'autre, c'est HTTP Client. Voilà. Donc voilà, l'erreur de scène. OK. Ah voilà, c'est le slide que je voulais montrer. Donc il a fallu qu'on décide entre Ning et HTTP Client. Et bon. Donc bon, ils sont là, donc on n'a rien à dire, sauf qu'on a pris HTTP Client, je suis désolé. OK. OK. David Wheeler, Level of Indirection. Donc, bien sûr, comme on ne savait pas d'ailleurs si on allait utiliser Ning ou HTTP Client, on a construit notre propre layer au-dessus de Ning et HTTP Client. Donc, un provider downloader qui, donc, avec tout un système de callback, cancel, failed, byte receive, avec la gestion donc, du NIO byte buffer qui permet de faire head-to-head. OK. Good, very new. Ning client download cancellation was very easy. On a dû résoudre quelques bugs sur le Async client. Progress hook. Donc là, justement sur le progress hook, donc nous, il fallait qu'on réponde aux clients. Il y a des bits qui arrivent, des bits qui arrivent. Donc là, c'était les blocs étaient beaucoup plus gros sur Ning. Documentation. A bit sparse. Et sur Async, il y avait minimal.
donc il n'y a pas de server-side sur le Ning, c'est le client only, et sur HTTP Async, il y a Core NIO. OK, small file, medium file, and Eche, performance. Bon. Vous voulez récupérer les slides? ils sont en copie. Bon. OK. RFC 26, a universe of its own. OK. Copyright statement. So now, what we needed to do is to implement all the HTTP trick that we do when we communicate. Oh, vous devez me stopper, m'arrêter là. Je ne vais pas y arriver, je suis désolé. Donc, tout ce qu'on essaie sur Artifactory, Bintray, tous les clients Jenkins et tout ce qu'on a développé, il y a énormément donc gestion des headers, gestion des cookies, gestion de tous les protocoles HTTP. Donc, on fait du REST à fond, donc sur les produce, accept et tout ça. Et donc là, implémenter la spec complète pour le téléchargement et l'upload de gros fichiers vers Artifactory. OK. Donc bon, on voulait pas se retaper dessus. OK. OK. Donc le gros problème donc de la gestion des headers, gestion du protocole HTTP et gestion du protocole HTTPS. OK. So, qui a déjà souffert de War Story sur gestion des HTTP headers? Ouais, OK. Donc sur les histoires de redirect, le pire c'est les serveurs Microsoft. Je ne sais pas si vous utilisez, mais donc les serveurs NuGet, Microsoft, puisqu'on fait une intégration NuGet, ils ont vraiment leur propre système pour déterminer quel est un bon protocole HTTP. Et donc ils ont leur propre header et leur propre mécanisme pour la gestion des status codes. Donc ça c'est une autre war story, mais là sur le téléchargement en parallèle, un des gros problèmes qu'on a eu, c'est justement dès qu'il y avait un redirect, toute la gestion des ranges, hop, partait. OK. Alors, question. Ah oui, Barour normalement il donne de l'argent à celui qui répond correctement. Des billets de Monopoly. J'aime pas trop ça, moi. Alors, qui sait quelle est la valeur que vous devez mettre sur le content length, donc la réponse d'une query HTTP, quand vous faites du gzip, donc de l'encryption gzip, sur le flow? Quelqu'un qui sait? Ouais. Décompressé, la valeur décompressée. Hein? Compressé ou décompressé? Compressé? Qui vote pour compresser? Qui vote pour la valeur décompressée? Ouais. En fait, c'est ce que vous voulez. C'est pas spécifié. C'est comme vous voulez. OK. En fait, le plus petit entre 1024 ou la valeur compressée. OK. Bon. Il faut savoir. OK. Donc, le content length, en fait, nous, on l'utilise de plus en plus dans tous nos systèmes et on aimerait bien que ce soit respecté un peu partout correctement parce que ça sert quand même beaucoup quand on crée le fichier pour y mettre les données à l'intérieur et pour faire le tagage correctement. OK. Ouais. Voilà, until when optionally present. OK. Donc la question, donc c'était la war story. Quand on fait un redirect, donc sur Bintray, tous les téléchargements Bintray,
téléchargements Bintray qui sont supérieurs à 80 kg, je crois, ou 50 kg, je ne me rappelle plus quelle est la limite. On fait donc une redirection sur CloudFront ou sur Akamai, en fonction. Okay, et donc les redirects sur Akamai, à chaque fois qu'on utilisait notre Great Concurrent Downloader qui commençait à télécharger, hop, il recommence à zéro. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Okay. Parce que donc, dans le protocole HTTP, il y a la possibilité de dire je voudrais télécharger ce fichier, mais commençant l'offset 50 kg jusqu'à 100 kg. Et de faire un téléchargement d'un chunk d'un gros fichier. Okay, donc ça fait partie du protocole HTTP. C'est le HTTP header, okay, donc les range HTTP header. Les HTTP headers, à chaque fois qu'il y a un redirect, que le serveur donne un redirect, quelque chose, hop, ils s'en vont. J'ai jamais compris pourquoi. Mais bon, c'est assez énervant aussi dans beaucoup de trucs qu'on fait sur Artifactory. Donc là, c'était assez simple avec redirect strategy, et donc de remettre un redirect strategy avec des callbacks encore dans le async, et de dire donc dès qu'il y a un redirect qui arrive, récupère les range headers et remets-les sur le redirected request. Okay, donc un morceau de code assez intéressant qui nous a sauvé la vie. Une autre question. Combien de connexions simultanées vous pouvez ouvrir entre en fait un process et un serveur? Est-ce que quelqu'un sait? La valeur dans HTTP, donc si vous regardez la spécification HTTP 1.1, c'est 2. 2 connexions. Okay, donc le browser que vous utilisez, Firefox ou Chrome, n'a le droit d'ouvrir que 2 connexions au même serveur. Okay. Qui pense qu'il respecte la spécification HTTP? Ok, personne. Vous avez deviné. Ok. Ok. Donc voilà les vraies valeurs. Ok, donc sur Internet Explorer, ouais, bon, il en a besoin de beaucoup. Et toutes les différentes valeurs. Le truc, c'est qu'il y a certains serveurs, encore des vieux serveurs qui observent et qui essayent de voir, ok, ce client-là, il ouvre beaucoup trop de connexions et je veux le bloquer. Okay. Mais généralement, donc entre 6 et aux alentours de 6, c'est un bon chiffre. Ok, URL encoding, easy. Donc bon, en créant ce truc-là, et surtout sur les redirects et tout ça. Ok. Alors, on va faire encore des autres questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans URL encode.encode UTF-8? Est-ce que quelqu'un sait ce qui ne va pas là? Le string encode. Donc, encode URL, et ça encode toute la string. Tout à fait. Oh. Pas l'URL, ok. C'est la bonne réponse. Bravo. Donc, le problème, c'est qu'en fait, il faut encoder chaque portion d'une URL et encoder différemment. Okay, c'est pour faire très simple. Donc, si un gros URL encode, là, ça encode ça, ça encode ça. Donc, ça encode toutes les délimiteurs du query string et de l'URL. Ok. Donc, ne le faites pas. Donc il y a aussi URL encoding à chaque fois qu'on fait donc un global URL encode sur le URL encoder. Ça change en fait le MIME format de l'application. C'est assez énervant en fait. Donc il y a dans le Apache HTTP Client, il y a un URI builder et URL encoded utils. Ok. Ouais, donc à chaque fois, séparer l'URL entre 2 morceaux, encoder l'URL et encoder l'URI, et encoder la partie. Généralement, donc dans Apache, dans Ning, il doit y avoir quelque chose.
ce qui permet de faire de l'encodage correctement. OK, encore une question. How do I close the socket correctly? C'est une question, j'aime beaucoup à chaque fois qu'on parle des Java, haut niveau, super langage et tout. Close your socket. On a eu un gros problème dans une des versions de Artifactory avec le client Ruby, pour information. Ça a détruit beaucoup de serveurs de nos clients, donc pour ceux qui veulent savoir, le client Ruby ne ferme pas ses sockets correctement. OK. Search close wait 332. OK. The art of closing sockets. The server full close. Donc en fait sur le serveur là, il en a marre, il ferme tout. Okay, il en a marre de ce client et il ferme tout. Le client généralement il est pas très content. Il dit mais attends, j'ai pas fini ou des choses d'autres. Le graceful close, donc le serveur commence à fermer le input stream et il continue à répondre à des clients. Et l'autre que je préfère, c'est donc il arrête de répondre aux requêtes du client et il continue quand même à lui envoyer des données. OK. Le but du socket closing, en fait, c'est de closer la socket, de ne pas la laisser ouverte, okay, de n'importe quel côté que ce soit d'ailleurs, et surtout au niveau du client, mais de récupérer quand même les données, les événements ou les choses comme ça qui sont à la fin. On a beaucoup de problèmes sur celui-là, je crois. Je me rappelle plus. Oui, c'est celui-là. Celui-là, il y a certains clients qui sont très énervés qu'ils ne peuvent plus continuer à envoyer des données, alors qu'il y a en fait qu'ils ont fini d'envoyer les données. OK. Donc le half close, c'est en fait le système de no more customer. Donc le client ne peut plus rentrer. Okay, mais tous les clients qui sont déjà rentrés dans le serveur et qui ont déjà ils peuvent récupérer, ils peuvent continuer à récupérer le données. Donc c'est le half close, c'est le graceful close. Okay. Le problème dans ce mode-là, c'est que si le client justement en a marre, qu'il voudrait rentrer de toute façon, des fois il s'en va brutalement et donc il laisse l'argent dans le distributeur. OK. Donc le timeout and you will wait forever. Okay, donc c'était le gros problème qu'on avait sur Artifactory. Okay. On attendait que le client fasse un clean close et qu'on arrêtait. Et le Ruby, il en avait rien à foutre. Il a continué, il a laissé. Et on était là et on attendait les données de ce brave Ruby. Donc on a changé le code et on a dit si c'est Ruby, Artifactory, behave not nicely. OK. So, bien sûr, try with resource. OK. ARM close. Qui dans la salle utilise les ARM de Java 7? Java 7 ARM. Wow. Dommage. C'est sympa quand même. OK. Donc, ouais, on-throwable dans le async client, donc ça permet justement de faire du bon débugage et de faire. OK, maintenant, le gros du boulot, donc là on a quand même pas mal d'expérience sur Artifactory. Comment, en récupérant donc des buffers, on a plusieurs buffers qui sont ouverts sur le serveur, on reçoit plusieurs buffers et on doit écrire ce même buffer sur un fichier. Et donc ça arrive à plusieurs endroits au milieu du fichier. OK. Donc on peut écrire dans différents fichiers et puis après les combiner à la fin. OK. On peut écrire dans le même fichier et faire un seek à chaque fois pour écrire dans la bonne position à l'intérieur du même fichier. OK. Et bien sûr, c'est la solution la plus intéressante.
Principalement parce que ça, au niveau file system, ça prend quand même beaucoup de temps. Okay, donc, surtout si c'est des gros fichiers, recombiner tout un paquet de fichiers en un seul fichier, c'est quand même beaucoup plus lent que écrire tout dans un énorme fichier avec du seeking. Okay, le problème, c'est comment accéder à un fichier en Java et comment écrire des buffers en Java dans plusieurs locations dans le même fichier. Pourquoi ne pas utiliser Java I/O Random Access File? Qui sait? Pourquoi pas? OK. Donc, il n'y a pas la réponse? Elle est où la réponse? Ah bon. Il n'y a pas la réponse. Qui sait pourquoi ne pas utiliser Java I/O Random Access Files? Parce que Random Access File, en fait, n'est pas du tout asynchrone. En fait, on ne peut pas écrire en parallèle dans différentes locations. Donc, il faut faire un synchrone. Il faut resynchroniser l'accès aux fichiers pour tous les parallèles. Et donc, on perd quand même énormément sur le truc. Donc, le but, en fait, c'est d'utiliser Cyclable Byte Channel. Donc, c'est ça la réponse. Oh, non-sequential random. Voilà. Et donc, si on veut vraiment du parallèle access, c'est Seekable Byte Channel. OK? Donc, ça, c'est du pur NIO. J'ai vraiment utilisé NIO. Utiliser NIO au maximum. C'est un peu plus dur à écrire, mais il y a quand même énormément d'avantages au niveau performance et parallélisme. Et donc file channel, et donc on peut écrire à n'importe quelle position un byte buffer dans le file channel. Okay, et donc ça a résolu notre problème. On pouvait ouvrir un gros fichier. Le content length, le compression content length, c'est assez pénible en fait, là, parce que justement on ne peut pas créer le fichier avec la taille correcte au début. OK, progress info. Donc le SHA-1, le total size et le nombre dans le persistence file progress info. Donc ça c'est une classe qu'on a créée qui permet d'être initialisée à partir des métadonnées du header de la première request header. Okay. La plupart des bons serveurs HTTP, quand vous faites votre premier get ou vos premiers head request sur un fichier, doivent vous fournir la taille, le SHA-1 et d'autres parties. Number of parts, ça c'est pour à l'intérieur du code pour faire. OK, file locking. OK, virtual machine level, operating system level. OK. C'est pas marqué là, mais donc le gros problème sur le file locking, c'est Windows. OK. Donc, overlapping file lock exception, on peut faire du file locking et du try lock avec un file channel. Et donc, ça nous permettait en fait d'être sûr qu'il n'y a qu'un seul lock sur le file lock. Gradle, je crois, utilise ça assez fortement pour faire de la synchronisation sur les différents downloaders et les différents daemons et choses comme ça pour faire de la synchronisation. OK. Oui, donc justement, c'est là la valeur. Donc, sur donc la valeur du file channel file lock, en fait, donc on dit, donc là, on veut faire un file lock du fichier complet, de 0 jusqu'à la max value, quel qu'il soit, et on lock toute cette partie du byte buffer sur le fichier. Okay, donc au niveau de l'operating system. Okay, et en fait, la meilleure technique, c'est en fait de faire un max value -1 et 1. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Okay, de longueur 1, de max value -1. Okay. En fait, au lieu de faire un lock de tous les blocs et de tous les fichiers, on peut faire un lock juste du dernier bit possible du fichier. Okay.
Ça permet en fait de faire du non-concurrent locking, mais de locker correctement. OK. OK. VM, why do you need lock to different part of the files? When we started closing, yes. So the main lock was on a closing time, closing sequence, release the file lock, close the channel, and rename the file to the final name. Okay, so this needed to be on the lock. This is why we locked only 1 byte at the end of the file. Oh, pardon. Et enlever la barre de progrès. Donc c'est la librairie qu'on a implémentée. Comme je disais, normalement on va l'open sourcer le mois prochain avec la release du client. Ok. Et donc on fait au moment du close, on fait un file lock et on fait un try lock à chaque fois qu'on essaye d'écrire dans le fichier. Ok. C'est juste donc le try lock là. D'ailleurs. Qui utilise ça, les read-write lock? Moi, j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup. Okay. Donc, les read-write lock, là, ça permet, en fait, sur le try lock, d'avoir plusieurs personnes qui font du try lock. Donc, c'est pas vraiment un lock. Hein. Il y a plusieurs personnes qui rentrent là dans ce code-là. Mais, pas dans ce code-là, dans ce code-là, pardon. Mais quand le close file lock, on essaye de faire un véritable lock, un véritable write lock, tout cela doit être sorti du code. Tous ceux qui ont fait le try lock. Donc ça permet d'attendre que tout le monde ait fini leur write access. OK, HTTP2. Donc il y a personne qui a testé HTTP2, c'est très prometteur. Ça permet d'ailleurs de faire les deux connexions. Finalement, les clients vont supporter les deux connexions. Et le but, en fait, c'est de standardiser Google Speedy, de Speedy Connection, et de multiplexer, de faire du header compression et du multiplexer sur une seule connexion HTTP, plein de requêtes qui vont de l'un à l'autre. Avec un système de prioritisation aussi, on peut mettre en fait des messages ahead of the queue dans HTTP2. Le serveur, comme la connexion elle est restée ouverte entre le client et le serveur peut faire du push sur du HTTP2 puisque la connexion elle est ouverte tout le temps. Okay, donc c'est pas du keep alive, hein, c'est vraiment du keep alive poussé. On ouvre vraiment une connexion entre le client et le serveur et on commence à avoir un protocole complet de communication et de passer des bits. Le serveur push, d'ailleurs, la rapidité de Speedy sur le serveur push, le serveur, quand il envoie une page HTML, il sait que le client va demander tous les JavaScript qui vont avec, spécialement si vous faites du GUID ou de tout ça. Donc le serveur, il peut envoyer le JavaScript sur le stream à fond au client sans attendre que le client demande les fichiers JavaScript ou les fichiers qui vont bien. Et nettoie quelques comme on the way, clear some stuff, compress content length et normaliser en HTTP2. Yeah. Ok, donc principalement, hein, le but c'est d'avoir du multiplexage entre différents streams en n'ouvrant qu'une seule connexion socket et d'ouvrir plusieurs streams sur une seule connexion socket. Okay. Optimiser le buffer et optimiser le truc. Voilà. La liste des liens et donc prochainement la version open source. Voilà. Merci beaucoup.